C'est devenu un sujet classique de la rentrée scolaire. Dès la fin août, les médias font leur sujet sur la pénurie des profs. Le manque d'enseignants est toujours une réalité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec ce constat récurrent, il manque de professeurs. Les professeurs souffrent et se sentent souvent mal aimés. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Pourtant, au 1er septembre, beaucoup de profs étaient encore sans classe. Sur les réseaux sociaux, certains et certaines partagent leur souffrance et leur colère. Ne pas savoir si on va trouver un travail, si on va avoir une classe, une école, et en même temps lire dans la presse qu'on manque de profs, il y a de quoi péter un câble en effet. En réalité, il s'agit plutôt d'une pénurie de remplaçants, qui s'amplifie dès octobre-novembre et qui a plusieurs causes, dont une baisse de l'attractivité de la profession, mais aussi une sortie précoce des jeunes profs. En 2013, c'est un prof sur 3 qui quittait la profession dans les 5 premières années. Et c'est de ça dont nous allons vous parler, et plus précisément des difficultés rencontrées par les jeunes enseignants. Et on sait de quoi on parle puisque nous sommes deux jeunes profs. Moi, je suis dans ma 2e année. Et Colline, toi, ça fait combien d'années que t'es prof ? Alors moi, c'est ma 3e rentrée. J'ai enseigné dans une première école pendant 2 ans et j'ai donné le cours d'études du milieu et de sciences sociales. Et cette année, j'ai commencé dans une nouvelle école et j'enseigne le cours de géographie. Cette année, tu dois refaire toutes tes préparations en géo, puisque les années précédentes, tu avais fait des préparations en sciences sociales, c'est ça ? Oui, donc nouvelle école, nouveaux cours, donc nouvelles adaptations, nouveaux programmes aussi que je connaissais pas du tout, vu que ma formation n'est pas celle de la géographie. Heureusement, je suis aidée par mes collègues qui me donnent leurs cours et qui m'aident. Mais en réto, par exemple, je suis la seule prof de géographie. J'ai pas eu de lien de contact avec les anciennes profs de géo. Et donc, du coup, oui, effectivement, nouveaux cours, donc nouvelle préparation aussi. Demain, tu donnes cours. Oui. Demain, tu as les rétos. Demain, j'ai les rétos, oui. Et tu vas encore bosser cet après-midi, tu vas encore faire tes prépas, préparer tes cours pour demain. Oui, c'est prévu, oui. L'année dernière, quand j'ai commencé, j'ai été choquée de découvrir que les préparations de cours, parfois, tu as besoin de te vider, de te reposer de ta journée de cours, mais en fait, tu dois bosser jusque parfois minuit, 1 heure pour tes prépas du lendemain, parce que sinon, tu arrives devant la classe, tu n'as rien, quoi. Oui, et aussi, ce dont il faut faire attention, c'est que ton horaire, parfois, ça peut être le lundi, tu as 8 heures de cours, par exemple, ce que j'ai eu, puis le mardi, tu n'as pas grand-chose, mais en fait, le temps que tu te remettes, d'abord que tu te remettes dans le bain avec la rentrée, que tu te remettes de ta journée de 8 heures où tu es juste HS et tu as juste besoin de faire une énorme nuit, un bon gros dodo, et en fait, tu dois déjà préparer tes cours pour le lendemain. Donc, c'est pour ça que quand tu commences, c'est d'autant plus difficile, parce que non seulement tu dois t'habituer au rythme, mais en plus de ça, tu as tous tes cours que tu dois préparer. C'est pour ça que, heureusement, moi, ici, dans cette nouvelle école, j'ai un 4/5e et donc je peux m'adapter et commencer à trouver mon rythme. Et quand tu as commencé ta première année, tu étais direct à temps plein ? J'étais même plus qu'à temps plein. J'ai enseigné 24 heures de cours au début. Or, dans le degré supérieur, le maximum d'heures à donner, c'est 20 heures et dans le degré inférieur, c'est 22 heures. Mais comme il y a une pénurie de profs, eh bien, on accepte d'augmenter jusqu'à 24 heures. Et donc, oui, je me suis retrouvée avec 24 heures de cours et donc avec très peu de temps aussi pour préparer mes propres cours. Puis j'avais très peu de temps pour moi et ma vie entière était consacrée à l'école. Moi aussi, j'ai le souvenir d'avoir tout le temps des invitations, des propositions d'amis en disant « Ah, on fait ça après le boulot, etc. » Et moi, j'étais obligée de refuser tout le temps, de travailler non-stop. Alors qu'il y a tellement de stress, de pression dans la gestion de classe, on fait des choses, on se découvre, etc. Et on a juste besoin, en fait, après de décompresser ou de dormir, parce que c'est ultra fatigant, c'est hyper physique et tout. Et non, il faut préparer, et c'est... Ouais, c'était intense. Et en plus, moi, par exemple, j'étais engagée un lundi et je commençais le mercredi. On était déjà le 13 septembre, j'avais toujours rien trouvé, donc j'ai accepté français, alors que c'est pas mes compétences non plus. Et du coup, je suis rentrée chez moi après l'entretien, j'ai imprimé les 150 pages du programme, j'ai commencé à lire, à chercher. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais donner comme cours ? Enfin, j'avais rien du tout, pas un manuel, je sais pas comment l'école fonctionne. Le début, c'est vraiment hyper hardcore. J'ai lu que on estime que pour 4 heures de cours, un jeune prof a besoin de 60 heures de préparation. Moi, ça me paraît super cohérent parce que, surtout quand si t'as
pas du tout connaissance du programme, si tu sais pas quel manuel il faut utiliser, si tu n'as jamais donné cours, parce que il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui n'ont jamais en fait donné cours, qui n'ont pas de titre pédagogique. Donc oui, moi ça me paraît tout à fait pertinent de devoir travailler oui, autant d'heures pour seulement 4 heures. J'ai dû aussi, pour m'aider dans toutes ces préparations, par exemple, pour mes cours, j'ai acheté des manuels, j'ai acheté des programmes, pas mal de choses que j'ai payées de ma poche. La première année, je pense avoir dépensé au moins 600-700 euros de mon argent personnel, sans compter le fait que ça m'a choqué de devoir prendre mon ordinateur personnel à l'école, alors que, voilà, j'ai pas envie de me faire voler toutes mes photos de vacances. Ça, c'est quelque chose dont on parle pas souvent non plus, mais au début de la carrière, les profs, c'est encore plus le cas en primaire, mais ont un énorme investissement financier. Il y a un sujet entier là-dessus dans Médor, mais est-ce que ça a été ton cas, toi aussi? Bah oui, bien sûr. En plus, comme j'ai commencé dans une nouvelle école, c'était aussi un nouveau bâtiment. Il y avait plein de choses encore à mettre en place. Il n'y avait pas de projecteur. Or, moi, j'en avais vraiment besoin pour mes cours parce que je devais montrer des vidéos. Et donc, heureusement, mon père m'avait prêté son propre projecteur. Et du coup, je voyageais à chaque fois dans l'école avec ma petite valise, mon projecteur, avec également mes grandes rallonges. Et donc, ça, c'était un stress énorme en plus. Et bien évidemment, l'ordinateur personnel, c'est quand même pas normal qu'on doit venir avec notre propre ordinateur, enfin notre matériel personnel, alors que c'est hyper coûteux et que les écoles devraient nous offrir ça. Moi, comme j'ai commencé avec plus qu'un temps plein, avec des difficultés aussi de gestion de classe, avec tout ce qu'on nous demandait en plus justement des cours, à un moment donné, j'ai juste arrêté, j'ai craqué. Et pourtant, j'avais mis des choses en place. J'avais recommencé une thérapie justement pour que ma psychologue me donne des outils pour justement parvenir à trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et finalement, j'ai été en arrêt de carnaval à Pâques. Et après ça, mon médecin m'a obligée de reprendre uniquement à temps partiel, donc en diminuant absolument mon temps de travail. Et donc, c'est super triste de se rendre compte en fait que la majorité des profs en fait suivent souvent ce parcours-là. Et on était plein dans mon école en fait à tomber en burn-out et à finalement quitter cette école parce que c'était juste plus tenable. En fait, j'avais fait mon travail de fin d'études de prof sur le burn-out des profs. J'étais comme toi, très au courant. J'ai aussi entamé une thérapie quand j'étais dépassée, donc j'ai aussi eu un suivi psy pour essayer de mettre des choses en place, etc. Et pourtant, je me suis retrouvée dedans, moi à Pâques. J'ai l'impression d'avoir essayé de tenir jusque Pâques, et puis à Pâques, j'ai lâché. Moi, j'ai l'impression que ce qui m'a mis dedans, en plus de tout ce stress-là, c'était le manque de soutien de la direction, et parfois même... j'avais même l'impression que la directrice, elle se disait, sachant que tous les profs craquent, ok, je vais essayer d'en tirer le maximum que je puisse tirer avant qu'ils craquent. C'est vraiment ça. Et finalement, moi, j'ai vraiment cette impression qu'on donnait aux jeunes profs le plus d'heures possible, alors qu'en fait, c'est à ces jeunes profs-là dont il faut prendre soin et dont il ne faut surtout pas commencer à leur donner plein d'heures, à les bombarder justement d'heures en commençant leur carrière. Tant qu'on ne prendra pas soin de ces jeunes, de ces nouvelles enseignantes, on n'arrivera pas en fait à régler le problème. Il y a un côté un peu désespérant dans le sens où il y a un système qui est créé pour être discriminant envers les arrivants. Et pourtant, il y a pénurie. Donc, c'est vraiment super paradoxal. Il y a pas mal de profs qui quittent la profession, non pas parce qu'ils ont décidé d'abandonner, mais parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'enchaîner des intérims avec des périodes de chômage. Même le fait de donner cours dans plusieurs écoles où il faut faire des déplacements avec le prix de l'essence qui a augmenté, rien que ça, déjà, c'est très compliqué. Donc, il y a un peu tous ces facteurs-là qui font que les débuts sont super durs. Et ce que j'ai trouvé vraiment difficile, moi, c'est que c'était encore plus frustrant pour moi d'être face à des élèves qui ont des besoins plus importants peut-être que d'autres élèves, d'autres écoles, etc. Et de sentir que mon manque d'expérience, mon manque de ressources, que je ne pouvais pas les aider suffisamment par rapport aux besoins d'aide qu'ils avaient.
Je parle plus français. Mais c'est pour ça aussi qu'on a besoin beaucoup plus de personnel parascolaire. Dans les écoles, on a beaucoup plus besoin de logopèdes, de neuropsy, d'ergothérapeutes aussi qui viennent. Or, en fait, il y en a de moins en moins. Et l'actualité aussi a bien montré que, justement, avec ces fameux pôles territoriaux, les élèves qui ont des besoins spécifiques sont de moins en moins aidés. Et c'est ça aussi que la Fédération de Bruxelles doit absolument prendre en compte et doit investir, c'est d'offrir un personnel, enfin en tout cas d'investir dans ce personnel-là. Et comme tu le dis, quand tu commences à enseigner, que tu dois non seulement préparer tes cours, préparer les bulletins, les conseils de classe, etc. Et qu'en plus de ça, tu dois avoir parfois des attentions particulières seulement pour quelques élèves. Et malheureusement, et c'est super triste, et on se sent hyper impuissant, je trouve, face à ces élèves-là, où tu te dis, mais zut, moi j'aimerais vraiment leur donner cette aide-là, mais en fait, je n'en suis pas capable et je n'ai pas les moyens. Et en fait, on a juste besoin d'aide. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point pour moi qui me met vraiment un peu en colère, dans le sens où en fait, on a vraiment besoin de beaucoup plus de ce personnel-là et de ces compétences-là. Et or, j'ai l'impression que finalement, la Fédération de Bruxelles va vraiment dans le sens inverse. Le fait que les élèves qui partent déjà pas avec les mêmes chances que les autres au niveau socio-économique, au niveau de l'aide familiale qu'ils ont à la maison, etc., se retrouvent dans des écoles qui ont aussi moins de chances que les autres, où se concentre la pénurie de profs, où se concentrent les profs inexpérimentés. Et au final, tout ça renforce les inégalités scolaires. Et il y a un peu ce côté où le politique, d'une certaine manière, ils s'en foutent d'améliorer cette situation parce que la pénurie des profs, les profs inexpérimentés et tout, ça va impacter avant tout les élèves pauvres, racisés. Et finalement, voilà, on s'en fout, quoi. Ce système qui est ultra inégalitaire, ça fait des années que les militants s'y attaquent. Et maintenant, il y a le pacte d'excellence qui est un peu la grosse réforme de l'enseignement qui va arriver et qui veut aussi pallier à ça. Dans ce pacte, il y a une partie qui a été négociée sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les conditions de travail des jeunes et des conditions d'emploi des jeunes profs. Il y a 2 mesures que moi j'ai trouvées super intéressantes qui finalement n'ont pas été retenues. La première, ce serait de diminuer le temps de travail des profs qui débutent. Et ça, tu l'as dit, je l'ai dit, mais c'est clair qu'avoir une charge de cours plus réduite devant les élèves, pour avoir plus de temps de travail collaboratif, de temps avec des profs de préparation, mais aussi un peu de mentorat, tutorat, avec des profs plus expérimentés. Moi, ça aurait tout changé. Je sais pas pour toi, mais... Aussi, bien évidemment. Surtout, comme tu disais, d'avoir des tuteurs ou des tutrices qui vraiment t'accompagnent au début. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dans la nouvelle école où je suis, et je me rends compte à quel point c'est primordial, et j'aurais vraiment aimé avoir ça la première année où j'ai enseigné. Et une autre mesure qui serait d'avoir une année sabbatique en cours de carrière pour les profs expérimentés et qui pourraient consacrer 50% à leur formation, 50% à faire des remplacements. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir les heures difficiles qui comblent les horaires des jeunes profs et qui sont un peu des heures très compliquées. Elles seraient prises en charge par des profs expérimentés plutôt que par des profs débutants. Et en plus, ça laisserait une vacance d'1 an, un horaire stable pour les profs qui débutent plutôt que d'enchaîner des intérims. Donc, ça a vraiment plein d'avantages. Seulement, ces 2 mesures ne se retrouvent plus dans le pacte parce que le politique a estimé que c'était beaucoup trop cher. Et de nouveau, je pense que c'est les logiques un peu néolibérales qui ont dicté un peu les décisions à ce niveau-là. C'est vraiment dommage. Mais ça ferait l'objet entière d'une vidéo, je pense, les tractations des boîtes de consultance et les tendances à la privatisation de l'enseignement. Donc voilà, à voir pour une prochaine vidéo. En attendant, merci beaucoup d'être venu témoigner. Pour ceux qui veulent creuser le sujet spécifique du coût financier d'une année scolaire pour les profs, il y a un article à ce sujet dans le dernier Médor qui est très intéressant.